Et donc, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, juste en introduction, hein, c'est les visios qu'on organise régulièrement avec les fabricants qui sont adhérents au réseau pour faire connaître leurs produits, leurs nouveautés, leurs évolutions, et puis surtout faire connaître à l'ensemble des membres du réseau qu'ils sont à la disposition pour des informations techniques, commerciales, voire même des sujets de formation et autres informations autour de leurs produits. Et qu'aujourd'hui, la visio, elle a pour sujet plutôt un sujet qui est finalement assez peu échangé dans le réseau encore et qu'on a envie de vraiment pousser, c'est tout le volet de la finition. Parce que c'est super l'isolation, l'étanchéité à l'air et tout ce qui va avec, mais la finition, elle a toute sa place à jouer également dans l'éco-construction solidaire. Donc là, c'est vraiment le focus avec 3 fabricants qui vont se présenter, avec donc Keim, avec Color France et donc Houillère du Créjoul, et puis Saint-Astier. Voilà, donc les 3 intervenants qui vont s'enchaîner. Alors, c'est Bon. parti, Sébastien, c'est à toi. Donc, je me présente, Sébastien Châtelier de Peinture Minérale Caille. Je suis en charge du secteur Bretagne, Pays de Loire et de la Charente-Maritime. Caille est une entreprise de fabrication de peinture minérale et exclusivement minérale, euh, basée en Allemagne avec une entité en France qui se trouve en périphérie de Lyon. On va attaquer gentiment le principe, les principes du minéral. Vous verrez souvent les mêmes choses qui ressortent. Ce qui est important dès le début, c'est de comprendre un peu la mécanique de la peinture chez Kaim. Donc, on a un liant principal qui est le silicate de potassium qu'on peut voir au centre de l'écran. Si je dois schématiser, c'est un peu du verre liquide dans lequel on rajoute de la charge minérale et des pigments minéraux. Tout ça forme une peinture. Bien entendu, aujourd'hui, tout est industrialisé et c'est du prêt à l'emploi. Donc, le rôle du liant minéral, c'est très spécifique. C'est que dès qu'on va rentrer au contact d'un support, on va minéraliser ce support. On le voit sur l'exemple de gauche, c'est-à-dire qu'on vient, bien sûr, surfaciquement, mais pas que. On va vraiment faire un, un lien avec le subjectile. On va vraiment s'ancrer et reprendre notre état solide en s'ancrant chimiquement dans le support. La, la- la réaction chimique s'appelle la silicification. Voilà, ce qui confère à nos peintures une réflexion cristalline bien plus importante qu'avec une solution pétrochimique. Vous verrez dans cette présentation, je fais bien entendu toujours un parallèle avec la pétrochimie, puisque 99,6% du marché, ça reste de la pétrochimie. Les 0,4% restants, c'est les petits copains et moi-même. Donc, bien entendu, comme on fait ce parallèle, on a les liants organiques et les minéraux. La particularité, encore une fois, pour le liant minéral, c'est de ne pas être filmogène, c'est de venir s'ancrer chimiquement dans le support. Bien sûr, c'est de ne pas avoir de solvant, de ne pas avoir de cove et par nature d'être inflammable. Contrairement à la pétrochimie, où on a un produit qui sera bien entendu filmogène, on peut le voir tous les jours sur les ouvrages, ébulage, clocage, écaillage, hein. C'est la preuve que c'est filmogène. Et ce sont des produits qui contiennent énormément de cove et des solvants organiques. Euh, la mise en œuvre, c'est un effet mécanique de collage. Et bien sûr, ça reste inflammable. Les vertus de Keim, ben depuis un peu plus de 150 ans qu'on existe, on a quelques réalisations qui ont été faites au tout début de l'histoire de Keim, hein, qui étaient principalement destinées aux artistes, et notamment pour les fresques en Bavière, hein, puisque l'origine de Keim, c'est la Bavière. Et on a deux exemples qui sont, pour le coup, elles pas en Bavière, mais en Suisse, voilà, qui datent une de 1891 et une autre de 1890, toujours en place aujourd'hui et ça n'a jamais été restauré, hein. Donc c'est une très bonne preuve de la pérennité des systèmes Keim.
Bien entendu, on a parlé tout à l'heure d'adhérence et de liaison chimique avec le support. L'autre vertu des peintures, bah, c'est la perspirance ou la respirabilité, vous l'appellerez comme vous voudrez. C'est cette capacité à laisser évacuer sous forme de vapeur l'eau résiduelle, bah, d'un mur vers l'extérieur en passant par le feuille de peinture. Donc on a des SD, puisque tout ça est mesuré par des valeurs SD, qui sont vraiment très très faibles pour nos peintures en fonction de l'épaisseur de feuille. Ça va de 0,01 à 0,03. Donc, on peut comprendre que c'est vraiment très très faible et très perspirant. Si encore une fois je devais le comparer à la pétrochimie, le produit le plus perspirant, c'est la pyolite. Bah, du Kime, c'est 25 fois plus performant qu'une pyolite en termes de perspirance. Ici, on a bien sûr la propreté des façades avec Kime, c'est essentiellement dû au pH très élevé de nos solutions qui vont pas favoriser le développement de moisissures ou de micro-organismes. C'est vraiment quelque chose d'important dans la durabilité et la pérennité et dans l'entretien des ouvrages. Bien entendu, on n'est pas thermoplastique comme peut l'être la pétrochimie. On le voit hein, sur les petits schémas en bas, avec, si je prends le schéma à gauche, euh, bah, qu'on charge bien entendu pas en électrostaticité, contrairement à la pétrochimie. Si je prends le schéma du milieu, bien sûr, il n'y a pas de, comment dire, comme on n'est pas filmogène, pas plastique, on vient pas se ramollir quand il fait chaud, donc on vient pas s'encrasser, on vient pas capter toutes les particules, notamment polluantes atmosphériques. Et puis après, il y a la condensation, bien, comme on est très perspirant, il n'y a pas de condensation, contrairement à un feuille pétrochimique. Quand je parle de feuille, hein, c'est l'épaisseur de peinture. Une autre qualité qui est plus approuvée chez Kime, c'est la tenue de nos teintes, puisque en façade, toutes nos teintes, elles sont garanties 20 ans. Voilà, il n'y a pas de, on est très stable, voire quasiment insensible aux UV. Bien entendu, on est sur du minéral, donc le rendu, il est mat. Et voilà, la garantie des couleurs, je viens de l'expliquer. Donc pour un peintre, entendre dire sur des teintes foncées que c'est garanti 20 ans, c'est assez lunaire et pourtant c'est vrai. On verra après. Une autre vertu, bah, c'est que nos solutions sont ininflammables, bien sûr. Hein. Le minéral, ça brûle pas. Il n'y a pas de dégagement de fumée toxique et c'est fréquemment utilisé dans les lieux publics. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui sont hyper intéressantes à voir entre un revêtement peint en caille et dans la continuité l'organique et voilà, c'est assez amusant de voir comment ça réagit. Pour ce qui est des peintures d'intérieur, puisque Kime est quand même assez reconnu pour ses solutions extérieures, mais on fait également de la peinture intérieure. Les vertus sont bien entendu les mêmes que pour l'extérieur, même si elles ont beaucoup moins de sens. Néanmoins, en intérieur, on va plutôt parler bah, de non-nocivité, de dégagement de cove qui est très faible, voire nul. En tout cas, on parle de cove non nocive. On parle également d'odeur. Nos solutions sont sans odeur. Voilà, il y a des labels qui accompagnent nos produits, notamment, je pense au label Nature Plus, qui est un label européen qui est assez drastique dans ses choix et dans ses mesures pour pouvoir labelliser un produit. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, j'y répondrai bien entendu. On parle également de l'aspect écologique. Gardez en tête que notre produit n'est pas un produit biosourcé, mais plutôt un produit géosourcé. Quelques exemples de peintures concurrentes, double liant, un sol silicate, hein, comme nous. Hein. Ici, donc nous, on a à Diedorf, donc à la maison mère, ce qu'on appelle un champ d'essai
où on met en œuvre des plaquettes avec des solutions de petits copains et également bah, forcément nos solutions pour voir comment on vieillit. Là, on a un exemple d'une peinture concurrente après 3 ans et demi d'exposition 90 degrés sud-ouest. Euh, avec voilà, la même chose avec un double liant silicate chez Kaim. Même expo, même durée. Il y a pas de, on parlait tout à l'heure d'encrassement. Voilà, il y a quasiment pas d'encrassement. Là, une nouvelle preuve comment dire, de la tenue aux UV de nos solutions en façade et de nos pigments. Ici, on a un revêtement qui a été fait donc, sur la région lyonnaise, cet exemple-là, fait au bout de 4 ans en peinture organique. On voit que le bleu est complètement délavé. Et au bout de 4 ans en Caille, bah, ça n'a pas bougé d'un iota. Ça, c'est une réalisation. Cette photo, je l'ai prise au mois de mars de cette année sur un ouvrage qui est à Saint-Jacques-Locris dans le 56. C'est une école. Ce qui est assez intéressant sur cet ouvrage-là, c'est que la réalisation a été faite en 2011. Encore une fois, la photo, elle a même pas 10 jours. Euh, on sait tous très bien qu'on vient de passer un hiver très propice à l'encrassement et au développement de micro-organismes, puisqu'on n'a quasiment pas eu de froid, on a eu beaucoup de pluie, des températures tout juste inférieures à 10 degrés. Donc, et là, on voit que bah, les façades même exposées, il n'y a pas un pet d'encrassement. Et au dire des deux responsables du service technique qui m'accompagnaient sur ce chantier-là, notamment, ils n'ont jamais fait un lavage sur les façades. Hein. J'ai pas eu d'entretien depuis 2011. Au niveau de l'application de nos systèmes, bah, on va aller un peu sur tous les supports que l'on rencontre par chez nous, forcément les enduits, les badigeons à la chaux, ça peut être des anciennes peintures minérales, mais ça peut également être des peintures pétrochimiques non élastiques. Ça peut bien sûr en intérieur être du plâtre, du béton, de la pierre, de la brique, de la pâte de verre, carreau-céramique, et tout ce qui est support minéral. On a même des solutions pour aller sur le bois. C'est pas un souci pour nous. Eh bien, j'ai fini ma présentation. Top chrono. Ah, je vous entends pas. Attends, je sors de là. Tac, Bravo Sébastien, merci. je t'en prie. Euh, alors moi j'ai déjà une question, puis il y en a peut-être qu'on auront, mais du coup, est-ce que c'est des choses que vous vous amusez un peu à calculer pour les clients ou maîtrise d'ouvrage sur l'intégration bah, du coût de l'entretien sur une certaine durée? Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, on a un graphe qui est disponible. Euh, on considère qu'un ravalement, l'entretien d'un raval en organique, c'est à peu près tous les 10, 15 ans. Je parle du ravalement complet, hein, je parle pas de l'entretien. Hein. Un ravalement chez Keim, ça va être tous les 40, 45 ans et avec un entretien peut-être un nettoyage ou un traitement algicide entre-temps, quoi. C'est une solution qui est à terme une solution la plus économique du marché. On va payer un peu plus cher à l'achat du produit, à la réalisation du raval. Néanmoins, derrière, le maître d'ouvrage, il part pour 30, 40 ans. C'est mesuré, hein. Je pourrais faire parvenir le graphe. Ah, moi, je pense que c'est très intéressant parce que c'est des sujets qu'on a quand même très souvent autour de l'isolation et du coût Mm, global. Vous allez faire des économies sur le chauffage et la clim et ainsi de suite. mm, Je pense qu'il faut aussi qu'on intègre de plus en plus sur les coûts d'entretien, y compris en finition. Et donc, si tu as des choses à partager, je pense que ça peut être très utile, effectivement, sur les durées de vie et durées mm. d'entretien. Ouais, je te ferai suivre. Cool, Pas de merci. souci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des participants sur la présentation de Keim par Sébastien. Ouais, moi j'avais une petite question, une chose sur laquelle on n'avait pas évoqué ça l'année dernière sur les assurances biennales et décennales. Du coup, comme c'est pas un impair, on reste sur une assurance biennale. T'es sur un système décoratif, des deux ou Oui, des trois, donc tu es oui. sur une biennale, ouais. Ah Mm. ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Ok, ça Même marche. si tu interviens
comme on a pu voir avec des solutions Grob ou un TwinStar, tu Mm. vois, où on peut intervenir sur de la fissuration jusqu'à 0,5 mm, notamment pour TwinStar, tu resteras quand même, tu n'engageras pas ta décennale. Tu D'accord. resteras sur une biennale. Mm. Ok, ça marche. Une question, oui. C'est revendu par tout le monde ou enfin moi je suis archi. Donc je dis à mon peintre, je veux du Kaim, il se passe quoi? Alors, vous pouvez dire à votre peintre on est revendu par tous les éco-négoces déjà du secteur. Ça va plus que ça. Il y a un véritable partenariat avec tous les éco-négoces. Vous êtes sur quel secteur? Paris, région parisienne. Ah, faudrait que je demande à mes collègues d'Île-de-France, mais voir quels sont les éco-négoces qui sont sur le secteur. Dans tous les cas, vous pouvez les trouver sur notre site. Ah, Après, je peux aller au-delà, hein. Le peintre qui travaille et qui veut surtout pas changer ses habitudes de travail avec un généraliste de la peinture, bah, nous on ferme pas la porte, hein. Je veux dire, ce qui compte, c'est que vous ayez du carime, que le maître d'ouvrage ait du carime. Derrière, il aura juste pas les conditions, puisqu'on se dit tout, il aura pas les conditions tarifaires que peuvent avoir les éconégoces qui ont des conditions tarifaires vraiment plus intéressante qu'un généraliste qui fera que du one shot. la question, en fait, elle est précise. Kaim, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut être référencé? Non, il n'y a absolument pas de contraintes à ce niveau-là, heureusement. Et je serais même tenté de dire que sur l'Île-de-France, c'est même un peu particulier puisque on va avoir une machine à teinter qui sera sur Ivry. C'est prévu de mémoire septembre 2024. Ah, je serais Donc presque. Kaim est en train de se développer, hein. On parle de machine à teinter, ce qui est primordial. On ouvre un showroom en Île-de-France. Tout Euh, ça? euh, de mémoire, c'est Ivry, je crois. Le Ouais, pas sud, mal. sud Oui, de oui, l'île. c'est bien, c'est pas trop loin. D'accord. Voilà. Donc il y a pas de contrainte, il y a pas d'artisan, il n'y a pas de partenaire. Enfin, on ne demande pas de partenariat Très à un bien. applicateur. Ce qu'on veut, c'est Parfait. Bon, si ben, vous avez besoin, je vous donnerai les contacts de mes collègues en Île-de-France pour oui, qu'ils avec plaisir. sans problème. C'est Donc intéressant Sébastien, déjà. un peintre qui pose tout type de peinture sera capable de poser ta peinture. Ah ouais, s'il est peintre, mais même s'il n'est pas peintre, hein. Mais un peintre encore mieux, bien sûr. Il n'y a rien de. Enfin, Bénédicte, qui est peintre, peut en parler. Il y a des caractéristiques qui sont propres aux solutions Kime, pas de dilution à l'eau, par exemple, mais tout ça, on le dit. Des protections à faire sur les vitreries, bien entendu, parce qu'on a un produit qui est dérivé du verre, donc faut faire attention. Mais dans la mise en œuvre, ça ne change pas grand-chose. L'approche sera quasiment identique à une approche pétrochimique, en fait. Mm. Non, mais je peux confirmer, enfin, Sébastien, moi, il m'a bien accompagné, il m'a expliqué les petites différences qu'il pouvait y avoir, et même à la limite, je vois sur la première, sur la couche d'accroche, en fait, on gagne du temps même par rapport à d'autres peintures. Sur des travaux extérieurs ou intérieurs? Oui, extérieur, oui. Moi, je fais plutôt de l'intérieur, puisque par Ouais, décision. mais l'intérieur, sur l'application, non, enfin, oui, c'est similaire en fait. Après, la seule, là où il faut, enfin, il y a des points de vigilance, c'est sur les peintres qui utilisent des joints acryliques, enfin de l'acrylique en fait. C'est plus ça, mais sinon, non, non, ça s'applique comme les autres peintures. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est la fin du joint acrylique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en somme. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Non, mais c'est le saint acrylique prié pour nous, c'est vrai que ça fait partie de ces trucs un peu aberrants qu'on a vu apparaître depuis 40 ans, alors qu'avant on arrivait à faire des trucs très bien sans. Donc Tout à fait. plutôt. Très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci, Bénédicte, de ton intervention. Je t'en prie, merci à toi. On passe à la présentation de Frédéric. Donc Frédéric Jaillet, je suis au développement produit chez Color France, Houillère de Préjoul, une PME basée dans l'Isère. Notre cœur de métier, c'est le pigment. Nous sommes assez gros faiseurs dans cet univers-là. Et ensuite, donc des pigments terre, ocre, et oxydes synthétiques et oxydes minéraux.
et qui accompagne toute notre gamme de produits décoratifs. Alors, on a un catalogue assez large en définitive, puisqu'on utilise déjà 2 familles de liants, soit le kaolin, l'argile, soit la chaux, plutôt chaux aérienne. Alors, on nous connaît plutôt pour la décoration intérieure, avec des enduits d'argile, des enduits de chaux, et aussi peinture ou badigeon d'argile et de chaux. Depuis quelque temps, nous développons différents produits un peu plus épais, donc des terres de dressage et un tout petit peu de chaux hydraulique aussi pour des enduits de forte épaisseur. Donc l'objet, c'est amener à la fois du décor avec un grand panel de couleurs, des aspects de surface très variés. Ça va du stuc, peinture de chaux, peinture d'argile, des enduits serrés, marmorino, travertin. Tout ça couplé aux exigences techniques quand elles se présentent des supports dits perspirants. Donc voilà, sans créer d'étanchéité ni de frein au passage hygrothermique, hygrométrique des vapeurs d'eau, voilà, amenées en lien, en couple avec les correcteurs thermiques, notamment une suite logique définitive et du décor. Voilà, dans les grandes lignes. Tout ce qui passe ici, ce sont des réalisations chantier, hein, pris à titre d'exemple. Le gros avantage de tous ces matériaux de chaux ou d'argile, c'est d'abord pour celui qui l'emploie, c'est le temps ouvert de travail. On craint beaucoup moins les reprises qu'avec les produits synthétiques organiques. On peut appréhender les chantiers avec la technique dite à fresco, donc frais dans frais. Ça peut être un gain de temps, c'est pas une obligation, mais il est nécessaire d'appliquer une deuxième passe, on peut décider de l'appliquer dans le frais de la précédente. Donc, gros avantage, très peu de reprises, comme je viens d'indiquer. Les supports peuvent être réhumidifiés. On est moins soumis finalement, même quand il fait chaud, hein, si on est sur un support absorbant, on peut décider d'amener une bonne réserve d'eau en humidifiant ou en mouillant le mur au préalable, le mur support, le subjectile, et travailler les finitions sur ce mur remouillé, alors non reçu en d'eau, hein, il faut que le support est absorbé. L'eau qui a été projetée, et voilà, donc des gros avantages dans la mise en œuvre. Je ne parlerai pas des odeurs, hein, bien entendu, on peut travailler à fenêtre fermée, hein, il n'y a absolument aucune émanation, hein, COV ou autre. Là, c'est un sujet, on a sur le marché de plus en plus de peintures qui sont sans odeur, mais en regardant bien la notice, il faut absolument ventiler. Alors, comme c'est illustré là sur cette photo, on traite de façon ponctuelle, bon, pas comme mon collègue Saint-Astier, mais de façade aussi. On a quelques belles références en France, hein, qui ont été réalisées. Et voilà, on est moins présent sur ce marché-là, en définitive. Nous savons l'accompagner. Et puis, de façon anecdotique, voilà, on a l'équivalent d'un saturateur bois à partir d'une émulsion d'huile qui est présenté sur cette photo. Je suis un petit peu perturbé parce que j'ai vraiment l'intention de vous montrer notre showroom avec des murs en grandeur nature, mais dommage. Là, on va pouvoir passer un peu plus vite. Ce sont des produits techniques, des quartz, hein, pour le sol, des choses comme ça. Plus tout à fait dans le sujet. Notre nuancier, notre carte pigment, donc composée de 108 pigments calibrés, et selon les dosages. Alors, nous proposons de nombreux échantillons matière, hein, c'est encore une chance et une force. Donc, pour ceux qui auront à employer nos produits, artisans ou architectes, nous sommes en mesure de livrer de l'échantillon matière. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Le complément de la carte pigment, et puis un petit peu de colorant liquide.
l'extrait de notre carte pour chacun de nos produits, nuancier, pré-teinte et usine, c'est qu'un extrait. Au-delà, pour chacun de ces produits, on a en échantillon près une quarantaine de couleurs complémentaires à ajouter. Et comme je l'ai indiqué, en échantillon réel matière. Il y avait même question, peut-être que pour Sébastien, où on peut acheter tes produits, comment ça se passe pour un poseur qui a jamais fait, enfin voilà, peut-être aussi les mêmes questions. Oui, alors en premier lieu, bah, dans les négoces de matériaux naturels, bien sûr. Ensuite, bah, le mieux, c'est de nous contacter par région. Il se trouve des commerciaux qui seront orientés vers les points de vente. Euh, Globalement, dans l'ensemble de l'équipe, nous sommes très présents sur le terrain, donc en démarrage de chantier. Et avant ça, très présents dans les magasins aussi, avec la matière. Nous y tenons, hein, et voilà, c'est pas seulement des photographies. Donc, à même la capacité de préconisation sur support, démarrage de chantier, et puis on peut se retrouver, comme ce sera le cas bientôt à Angers, ouais, pour des ateliers, des choses comme ça, même si des ateliers de journée entière et voire parfois sur 2 jours. Et puis le mieux, c'est qu'on se rencontre et qu'on travaille la matière encore. Exactement. Pardon, je voudrais encore juste amener un Oui. complément. Oui, on a sorti depuis peu un correcteur thermique chaud-liège, donc chaud aérienne et liège, avec des bonnes performances en perspirance. Et l'objet, c'est de venir à rompre avec les masses froides dès lors où elles se présentent. Alors, on a l'architecte parisien, on a eu 2 cas d'école, là, 2 chantiers pilotes à Paris. Bah, la question de l'isolant est pas toujours évidente à traiter, hein, et c'est pas toujours simple d'occuper 15 cm d'épaisseur sans idée au possible et relever 15 cm d'épaisseur d'isolant à l'intérieur au regard du coût du mètre carré. Et là, on vient donc avec, à partir de 5 mm, 10 mm et jusqu'à 40, voilà, casser ces rayonnements froids. Et bah, j'espère, ouais, que ça va être, ces chantiers pilotes se sont bien déroulés et bah, que ça va porter ses fruits. C'est plutôt intéressant. Alors là, je vais me tourner à nouveau. Je vais vous montrer. Ça veut dire Côté qu'il de y moi. aura, ça veut dire qu'il y aura des chiffres officiels là-dessus? Alors pour l'instant, ouais, bah, tout est en cours en fait, hein. On attend les résultats de labo pour toutes les Aussi, performances, d'effusivité. c'est au Donc, CSTB? pardon? C'était mis au CSTB ou? Non, on passe. Alors là, j'ai pas lâché les gens du labo avec moi. Je crois que l'orientation a été posée vers pas CEREMA, c'est un autre organisme encore. Oui, Bon, en tout cas, c'est intéressant. oui, c'est un sujet à part entière et on voit, bah voilà, sortir de plus en plus des mortiers dits techniques. Alors, les photos que vous avez vues défiler, ça traite plutôt de la finition et de la décoration, mais en couple avec tout ça, on sait amener dorénavant des enduits plus lourds et en mettant la priorité sur le kaolin, l'argile, mais aussi avec un peu de chaux. Ouais. Merci Merci, Frédéric. merci. Alors, je vais couper. Guillaume, est-ce que toi tu... Ouais, bah parfait. Eh ben, je te laisse la main. À toi. Bonjour à tous. Est-ce que je peux mettre en plein écran? Ouais, ça marche. Ben, je vais vous présenter. On est un peu moins vieux que Keim, on a 110 ans. On est basé en Dordogne, la société Saint-Astier, et on est producteur de chaux depuis 5 générations maintenant. Donc on est 100% français et on est le dernier chaux-fournier français indépendant dans notre secteur d'activité. La chaux, ça vient d'une carrière souterraine de calcaire, c'est fait à base de calcaire et on est sur un banc calcaire qui fait 350 hectares, on en exploite 40 et on a encore un peu de ressources puisqu'on a fait des sondages jusqu'à 100 mètres de profondeur et donc du coup on a encore un peu de calcaire pour pouvoir faire de la chaux, pour pouvoir faire des enduits.
Donc, du coup, effectivement, nous, notre mission principale, c'est de faut toujours préserver le patrimoine bâti avec la chaux hydraulique naturelle. Simplement, nous, on a à droite, vous avez une photo d'un vieux four à chaux. À gauche, c'est notre four à chaux qui date des années 30, qui est aussi pas si jeune que ça. Et bon, je vous ai mis le schéma de fabrication en dessous, mais c'est pas vraiment le sujet. Et si vous avez envie de venir à Saint-Astier, vous êtes les bienvenus pour visiter le site. Pour ce qui est des chaux, effectivement, nous en fabriquons plusieurs, des chaux hydrauliques naturelles. Quand on dit chaux hydraulique naturelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres composants qui rentrent dans la fabrication de la chaux. Et donc, on a des chaux qui sont d'une hydraulicité. L'hydraulicité est amenée naturellement par le calcaire et notamment la silice qui est contenue dans le calcaire. Et quand on le cuit, les phases silicieuses amènent de l'hydraulicité au chaux. Donc, on a des chaux qui sont plus ou moins hydrauliques, qui sont classés en 3 catégories et qui, en fonction de la nature des supports, on ne va pas mettre n'importe quelle chose sur n'importe quel type de support. Donc, c'est pour ça qu'on a des chaux, on va dire, de classe 5, classe 3,5 et classe 2. Et comme ce sont des liants hydrauliques, on raisonne en mégapascal à 28 jours, en résistance en mégapascal à 28 jours. Et c'est ça qui qualifie les chaux, même si la résistance mécanique n'est pas, on va dire, ce que nous recherchons dans la performance d'une chaux. On recherche bien évidemment plus la perméance, la perméabilité, la respirabilité, comme certains l'ont déjà dit ici. Donc, on a 3 types de chaux hydrauliques naturelles chez Saint-Astier. On en a une qui s'appelle la Tradisan, qui est une NHL5, donc c'est Natural Hydraulic Lime de classe 5. Et en fait, c'est la plus résistante de toutes. Et en fait, c'est une chaux qui est fabriquée depuis les années 30 chez Saint-Astier et qui a la particularité d'être plutôt à être appliquée en enduit ou en rejointoiement sur des supports qui sont plutôt de la pierre dure ou en milieu sollicité. Quand on parle de milieu ou en environnement sollicité, on parle souvent d'environnement marin. Alors, vous êtes plus ou moins concerné dans la région, plus dans les Pays de la Loire et la Bretagne que dans la région centre ou la région parisienne. Mais donc, du coup, effectivement, les embruns marins peuvent détériorer les enduits et cette chaux résiste bien et résiste bien à ces agressions naturelles. Bon, bien évidemment, quand je parle de chaux, je parle d'enduit et d'enduit qu'on mélange avec du sable. En fait, je parle de chaux et de mortier d'enduit à base de chaux. Et c'est aussi une chaux qui est pas mal aussi utilisée dans les milieux montagneux, notamment quand on est en altitude, non pas pour l'appliquer par temps froid, parce qu'en fait, quel que soit le produit, on applique ça toujours à partir de 8 degrés, mais notamment, ça résiste aussi au cycle de gel-dégel. Donc ça, c'était tout simplement pour vous présenter les possibilités que l'on a, soit en enduit de finition, qui peuvent être soit en sous-enduit, soit en rejointoiement, ou en enduit dans des milieux sollicités. Ensuite, on a notre chaux, une chaux NHL 3.5, c'est la luminance constante 4 étoiles, c'est la chaux blanche. Alors l'autre, la chaux précédente, elle n'est pas tout à fait blanche, elle est un peu grège, entre gris et beige. Donc en fait, on ne garantit pas sur cette chaux-là une régularité de teinte. Donc c'est pour ça qu'on la met plutôt en couche en rejointoiement ou en sous-couche. On aura plus de risques à la mettre en couche de finition si il peut y avoir des petits écarts de teinte. En revanche, celle-ci, on garantit une teinte constante, elle est blanche, et donc elle peut servir également à faire du rejointoiement. Elle va sur les pierres plutôt tendres, des pierres calcaires ou des grès. Et la particularité qu'elle a pour l'Île-de-France, c'est c'est une chaux qui est compatible avec les maçonneries qui sont ourdées au plâtre. Et notamment en région, enfin Paris, région parisienne, il y a quand même beaucoup de ourdages entre pans de bois qui se sont faits avec du gypse, avec du plâtre. Et donc, cette chaux ne contenant pas d'aluminate ou pas d'aluminate actif fait qu'elle est compatible avec les supports en plâtre, notamment pour les masures en région parisienne ou alors les bâtis en pans de bois de Paris.
Nous avons une troisième chaux qui est une chaux très faiblement hydraulique et qui se met généralement sur des supports très tendres. Quand on parle de supports tendres, ça veut dire que c'est souvent des supports qui se rayent à l'ongle. Et c'est de la terre crue, c'est plutôt de la terre crue, c'est plutôt dans votre région, dans le bassin rennais, ou alors de la pierre calcaire, ou de la pierre de tuffeau, ou des craies. Donc, c'est des pierres qui se rayent à l'ongle, et donc, du coup, il faut avoir une chaux qui soit faiblement hydraulique pour effectivement être adaptée à ce type de support. Et, euh, et donc, du coup, on utilisera plutôt ces chaux-là sur ce type de supports qui sont des supports qui peuvent être aussi un peu plus virulents. Ou dans certaines régions de France également, il y a des vieilles briques qui sont pas très bien cuites. Et donc, ça peut aussi convenir sur ces supports-là. Donc ça, c'est notre cœur de métier. C'est les trois principales chaux que nous avons. C'est les trois principales chaux hydrauliques naturelles. On peut parler aussi en revêtement de finition. C'est ce qui se fait aussi un peu plus souvent maintenant. C'est des enduits à base de chaux chanvre. On a cette expérience maintenant depuis une vingtaine d'années. Et là, on peut effectivement travailler en intérieur et d'avoir des enduits qui amènent une régulation hygrométrique des murs, qui amènent la notion de paroi chaude, qui amène du confort aussi d'été et qui peut aussi, des fois, certains applicateurs talochent l'enduit et laissent apparaître les morceaux de paille, enfin la paille de chanvre, ce qui donne un aspect un peu paillé. Et certains autres aussi viennent poncer donc pour voir l'enduit, ou d'autres viennent passer simplement une lasure dessus, une lasure, enfin pas une lasure, mais une eau forte à la chaux. Donc c'est une chaux, c'est un badigeon très dilué en fait. Voilà, donc en fait tout ça peut permettre, c'est notre offre que nous avons en enduit de mortier de chaux avec nos chaux hydrauliques naturelles ou alors avec une chaux comme la Tradeco qui est une chaux formulée quant à elle. Bon, je passe un peu les performances des enduits chaux chanvre assez rapidement parce que ce n'était pas vraiment l'objet du sujet. Par contre, il est vrai que pour un enduit, il faut respecter les 7 règles pour une restauration durable. Alors, effectivement, c'est la compatibilité physico-chimique avec le support. C'est d'avoir aussi une chaux ou un mortier de chaux qui soit adapté à la capillarité de la pierre ou du support, qui résiste aussi au cycle gel-dégel, qui résiste au sel, on l'a vu avec les embruns marins, qui permet la respiration et la perméabilité à la vapeur d'eau et qui a une résistance mécanique adaptée. Alors, on ne mettra pas une chaux de forte résistance sur un support qui est trop tendre, par exemple, et d'avoir aussi les bonnes pratiques sur le chantier. Et enfin, sur ce dernier point, je ferai plutôt un point spécifique sur les bonnes pratiques sur le chantier. Pour réussir un bon enduit, il y a quand même quelques précautions à prendre de manière à réussir son enduit, que j'ai listé là, mais il y en a peut-être d'autres également. C'est ne pas enduire par grand vent et par forte chaleur ou par gel nocturne. Il est évident que pour faire un mortier d'enduit de finition, il faut avoir un bon sable. Il faut qu'il ne soit pas pollué par des poussières ou du végétal ou des feuilles ou des racines. C'est vérifier que le sable aussi ne soit pas trop cru ou pas trop de fine parce que sinon on risque de surdoser. Donc c'est pas bon non plus parce que quand on surdose, en chaud, on peut générer du microfaïençage et ça c'est pas bien. Il faut aussi humidifier le support pour pas que l'eau qui est contenue dans le mortier soit complètement pompée par le support et donc vienne disséquer en fait et vienne rendre poudreux le mortier qui est appliqué. Donc il faut que l'eau qui est contenue dans le mortier serve à les réactions chimiques intrinsèques du mortier et non pas qu'elle soit pompée par le support. Il faut bien prendre en compte aussi, c'est aussi avoir une lecture des bâtiments, donc bien prendre en compte en fait, les fissures naturelles du bâtiment et donc faire peut-être des joints de dilatation à ces endroits-là qui sont pas liés en fait à l'enduit, mais qui sont liés plutôt à la structure du bâtiment. Il faut respecter l'épaisseur de l'enduit, hein. Il ne faut pas faire des enduits trop minces ni trop épais, parce que quand on travaille avec des sables, il faut toujours avoir une épaisseur minimale d'enduit pour que l'enduit puisse faire son rôle dans sa globalité tout en amenant cette couche esthétique, mais tout en protégeant également le support.
De fait, il ne faut pas trop charger, hein, un enduit en une seule passe. Il faut respecter les dosages en chaud, il ne faut pas trop doser, hein, il faut respecter les bons dosages pour chaque couche. Ne pas mettre aussi trop d'eau dans le mortier parce que quand on met de l'eau, bah, ça crée, quand l'eau s'en va, s'évapore, ça crée ce qu'on appelle du retrait ou des vides et donc des micro-faïençages également. Et respecter les temps de séchage entre les couches. Et puis une chose importante, bah, quand on va faire certaines finitions, il faut utiliser des bons outils euh, pour faire des finitions talochées, par exemple, éviter de prendre des taloches en plastique qui ramènent la laitance en surface et qui peut générer des tensions différentielles et donc aussi, pareil, des craquelures et donc du micro-faïençage. Donc voilà pour les enduits ce que nous pouvions dire. Alors, je n'ai pas la montre sous les yeux. Et donc, je pouvais aussi vous parler des badigeons parce qu'on a aussi, on a aussi une offre en badigeon que l'on a depuis quelques dizaines d'années maintenant. Un badigeon que l'on prépare dans plusieurs teintes, qui est des badigeons prêts à l'emploi, alors que l'on fait avec de la chaux aérienne. Donc, effectivement, ce n'est pas de la chaux hydraulique naturelle, c'est avec de la chaux aérienne. Et donc, effectivement, un badigeon, bah, il y a avec on va dire, avec un pré-mélange en poudre avec de la chaux plus du colorant, on peut faire ce qu'on appelle du cholage, du badigeon, des eaux fortes, des patines. Et en fait, ce qui diffère de l'un à l'autre va être la quantité d'eau que l'on va adjoindre à ce mélange de badigeon que l'on appelle chez nous le badilite. Donc le cholage, c'est en fait, on va dire un volume, c'est plutôt une application épaisse. Donc on sera sur 1 à 2 volumes d'eau par rapport à un volume de badigeon. En fait, après, on a les badigeons à peu près classiques qu'on applique sur des balles. On est plutôt sur des 2 à 4 volumes d'eau pour un volume de badigeon. Donc ça, c'est ce qu'on fait relativement régulièrement. Après, on a des architectes qui nous demandent ce qu'on appelle des eaux fortes ou des patines. Et donc, c'est pour qu'on puisse voir parfois par transparence toujours les supports et pour amener de la minéralité également au support, comme on le voit sur la photo de droite. Et effectivement, quand un badigeon est bien fait, c'est un peu comme Keim, bah, ça reste longtemps dans le temps, les teintes ne disparaissent pas et restent propres, même quand on est sur des bâtis dans des environnements fortement sollicités. La particularité d'ici, c'est que du coup, le badigeon, il a été appliqué sur un enduit frais. Donc en fait, ça veut dire qu'il vient bien pénétrer également et bien se fixer, la couleur vient bien se fixer dans l'enduit frais. Voilà, c'est juste une petite organisation de chantier quand on fait un badigeon sur des grandes surfaces. Il faut être bien organisé et effectivement appliquer au fur et à mesure de manière à avoir une surface bien homogène et une bonne teinte de régularité de teinte. Donc voilà quelques photos d'intérieur que nous avons réalisées avec différents enduits ou différents badigeons. En haut à gauche, c'est du chaud chanvre. En dessous, c'est effectivement un enduit taloché fin. Après, il y a des badigeons intérieurs dans des maisons. Là, c'est un peu de différence. On a un autre produit stuc où on fait du stuc. On a un produit qui s'appelle le décolis où on fait des stucs chauds également. Donc, bon, ici, ce sont des enduits traditionnels que l'on fait. Et ce qui vient teinter les enduits traditionnels, ce sont généralement les sables locaux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre présentation. Eh ben, merci Guillaume. Moi, je vais poser la même question qu'aux autres hein, dans ce cas-là. On trouve où et comment il faut faire voilà, des gens qui n'ont jamais fait. Alors là, c'est peut-être plus tout à fait les mêmes métiers. Est-ce que là, le peintre, il peut venir directement? Est-ce que c'est d'autres typologies de métiers? Enfin, comment ça se passe là pour la partie finition? Est-ce que c'est des gens qui font plutôt des enduits ou des maçons ou des... La partie finition, ce sont plutôt les maçons qui appliquent ou les gens qui font du biosourcé aussi, qui appliquent l'enduit et qui appliquent aussi le badigeon. Il y a aussi certains peintres hein, qui peuvent aussi appliquer des badigeons sur des supports qui peuvent être secs. Et puis pour répondre à la question que tu posais à tout le monde aussi, nous, nos produits, on les trouve chez tous les marchands de matériaux,
que ce soit des marchands de matériaux généralistes ou des marchands de matériaux biosourcés également. Et il y avait une question au début que tu voulais qu'on réponde, c'était sur quoi déjà? Je me souviens plus. En fait, Euh, au, non, au c'était début, surtout sur ça. sur la présentation de Keim, tu avais dit que je devais répondre à quelque chose, mais je sais Ah, plus. alors c'était pas, mais je pense que s'il n'y a plus de sujet autour de la finition, on pourra peut-être clôturer la visio, arrêter l'enregistrement. Et après, il y avait la question spécifiquement sur une finition sur un mur en paille construit avec la technique du grèbe, où là on rentre Ah dans oui. des sujets bien plus techniques. Mais peut-être qu'on peut laisser juste échanger avec Guillaume s'il est encore là. Je sais pas s'il y a des questions plus générales sur la présentation de Saint-Astier et les autres. Et puis sinon, je vais arrêter l'enregistrement et puis après, on peut partir sur une discussion un peu plus libre. Mais est-ce qu'il reste des questions parmi les participants? Non, tout était très clair. Merci beaucoup.